Bonjour, je me présente Abdelhak Bouya, professeur de génétique et biologie moléculaire à la faculté des sciences d'Almerez. Dans le cadre des cours à distance, nous allons essayer de traiter un chapitre concernant le module du génétique du 4e semestre de la filière SVI. Ce chapitre concerne la transmission des caractères héréditaires chez les organismes haploïdes ou les organismes à cycle diplobiontique. Alors, tout d'abord, il est à rappeler qu'un organisme à cycle haplobiontique, c'est un organisme chez lequel la phase diploïde est réduite au stade zygote. Ça veut dire que immédiatement après la fécondation, le zygote subit la méiose, et ce sont les produits de la méiose qui subissent des mitoses successives pour donner l'individu qu'on observe ou qu'on analyse. Alors, ça concerne essentiellement les champignons ascomycètes. Donc, chez ces champignons, vous avez le cas le plus connu qu'on utilise souvent, c'est la levure de boulangerie ou Saccharomyces cerevisiae. Alors ici, vous avez un certain nombre de cycles vitaux de certains champignons. Là, je demande aux étudiants de revoir leur cours sur la biologie des organismes végétaux. Ce qui nous intéresse ici, c'est que immédiatement après la méiose, les produits de la mitose qui forment la tétrade, une tétrade est constituée de 4 spores. Alors, ces spores, soit ils vont entrer dans un cycle végétatif, soit un cycle germinal. Alors, dans le premier cas, ils vont subir la fécondation qui va donner le zygote et la méiose, soit ils vont donner le mycélium. Et là, donc, quand on travaille chez les champignons, on a 3 niveaux d'analyse. Soit on analyse les spores en vrac, c'est-à-dire les spores sortis de leur asque, soit on analyse les asques. Dans ce cas-là, on observe les spores pendant qu'elles sont dans l'asque. Le dernier niveau d'analyse, c'est l'analyse du mycélium. Alors, c'est intéressant de savoir que les asques issus de la méiose qui contiennent les spores se trouvent dans une structure qu'on appelle péritès. Donc, c'est de cette structure qu'on prélève soit les asques, soit les ascospores. Alors, ces asques sont de 2 types. Alors, on a les asques ou les tétrades ordonnées et les asques ou les tétrades désordonnées ou non ordonnées. Alors, la différence entre les deux, c'est que dans un asque ordonné, les divisions de la mitose se font toutes dans un même axe. Ici, c'est vertical. Ça d'une part. D'autre part, au cours des divisions, il n'y a pas de chevauchement entre les cellules. Et le résultat final, c'est que la disposition des asques, des spores, dans l'asque, reflète la disposition des chromatides en stade prophase 1, comme illustré ici. Par exemple, ici, on est chez un zygote qui a 2 N chromosomes, avec un chromosome représenté en rouge, l'autre en noir. Alors, cette position, ici, en prophase 1, c'est la même que celle des spores dans l'asque. C'est pourquoi on dit que la disposition des asques reflète celle des chromatides en stade prophase 1. Et donc, dans un asque ordonné, on peut voir est-ce qu'il y a eu ou non recombinaison génétique à ce stade, selon la disposition de ces asques. Donc, comme exemple qu'on utilise souvent, qu'on cite souvent, c'est le champignon Neurospora crassa qui possède des asques ordonnés. Concernant les asques ou les tétrades désordonnés, alors là, les spores, ils ont une disposition aléatoire qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en stade, en phase 1 de la méiose, et nous allons par la suite voir l'intérêt de ces asques ordonnés. Alors, il est à noter que le plus souvent, dans un asque ordonné,
la tétrade, qui est le produit de la méiose, subit une mitose supplémentaire, donc qu'on appelle mitose post-méiotique. Donc, suite à cette mitose, l'asque contient 8 ascospores, 8 doublés de spores jumelles. Alors, ils sont jumelles parce que génotypiquement, ils sont identiques vu qu'ils sont issus d'une mitose simple à partir d'une des produits de la méiose. Et donc, nous allons aborder une première partie qui concerne le monohybridisme. Alors, comme on l'a dit en traitant le cours sur les diploïdes, un monohybridisme, c'est un croisement entre deux souches qui diffèrent par un seul gène. Et là, j'insiste, ce n'est pas le croisement entre deux souches qui diffèrent par un seul caractère, mais plutôt le croisement entre deux souches qui diffèrent par un seul gène. Pourquoi? Parce que un seul caractère peut être codé par plusieurs gènes. On va prendre comme exemple ici le caractère couleur des spores. Donc, on suppose le croisement d'une souche avec une couleur sauvage qui est la couleur noire des spores avec une souche qui est à spores blanches, qui est une couleur mutée. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on a 3 types d'analyse. Donc, on va s'intéresser à l'analyse de spores en vrac dans un premier temps. Et l'analyse de spores en vrac dans le cas d'un monohybridisme montre que la descendance en spores est constituée de 50% de spores qui ressemblent à un parent, donc dans notre cas de couleur noire, 50% qui ressemblent à l'autre parent, c'est-à-dire la couleur blanche. C'est ces proportions qui nous permettent de dire que nos deux souches diffèrent par un seul gène. C'est une caractéristique du monohybridisme. Alors, concernant l'analyse d'asque, ça veut dire là qu'on va regarder les spores pendant qu'elles sont dans les asques. On constate que lorsqu'on fait un monohybridisme, c'est-à-dire lorsqu'on croise deux souches qui diffèrent par un seul gène, on obtient 6 catégories d'asques. Parmi ces 6, il y en a 2 qu'on appelle des asques pré-réduits. Alors, dans un asque pré-réduit, comme on le voit, d'un côté, il y a des spores qui ressemblent à un parent, et de l'autre côté, toutes les spores qui ressemblent à l'autre parent. Alors, la différence entre les deux, c'est selon la disposition des chromosomes en stade prophase 1 de la méiose. Donc, soit une situation, soit l'inverse. Les autres 4 asques, ce sont des asques qu'on appelle des asques post-réduits. Dans ces asques post-réduits, les spores ne sont pas classés 4 comme ici, mais ils sont classés par 2. Donc ici, par exemple, on voit 2 noirs, 2 blanches, 2 noirs, 2 blanches, ainsi de suite. Alors, ce qui est à noter, c'est que ces asques pré-réduits, entre eux, sont équiprobables. Donc, ils ont toujours le même nombre. La même chose concernant les asques post-réduits. Les 4 ont la même probabilité d'avoir lieu, donc ils ont toujours le même effectif. Alors, on obtient un asque pré-réduit, ici, dans le cas où il n'y a pas de crossing over au cours de la méiose. Donc, vous voyez que ici, on est au stade prophase 1. Alors, les 2 chromosomes homologues se séparent, puis la division équationnelle, et on aboutit plus la mitose post-méiotique. Et donc, on aboutit à un asque où il y a les 4 spores parentales d'un côté et les 4 de l'autre parent de l'autre côté. Lorsqu'il y a crossing over, ici, un exemple, un parmi les 4, donc là, il y a crossing over entre la chromatide 2 et la chromatide 3. Donc, ça va entraîner un échange de matériel génétique et on aboutit à ce que l'asque contient 2 rouges, 2 blanches, 2 noirs, 2 blanches et 2 noirs. Donc, c'est un asque post-réduit.
Alors, la différence qui se passe pour les allèles, c'est que ici, les gènes allèles, c'est-à-dire dans notre cas blanc et noir, se séparent à la première division méiotique. Dans ce cas-là, ils ne se séparent qu'à la deuxième division méiotique. Regardez ici, ils sont toujours ensemble. D'accord? Donc c'est ça la différence. Alors, puisqu'il y a 4 cas possibles de crossing over, donc soit entre les chromatides 1 et 3, 1 et 4, 2 et 3 ou 2 et 4, donc il y a 4 types d'ASC post-réduits. Alors, cette analyse d'ASC ordonnée nous permet d'estimer la distance entre le gène et le centromère. Alors, donc, cette analyse d'ASC ordonnée nous permet d'estimer la distance entre le gène et le centromère. Et comme on l'a déjà défini, la distance, c'est tout simplement le pourcentage de recombinaison dans un segment chromosomique déterminé. C'est-à-dire qu'on est en train d'étudier le couple d'allèles AA+, dans notre cas, c'est la couleur blanche ou noire, pour estimer cette distance qui est exprimée en centimorgans. On doit calculer le pourcentage de recombinaison dans ce segment. Ce pourcentage de recombinaison doit être calculé dans les ASC qu'on a obtenus. Ici. Donc, parmi ces ASC, il y a les ASC pré-réduits, il y a les ASC post-réduits. Alors, ce pourcentage de recombinaison en réalité, c'est calculer enfin le pourcentage des chromatides qui ont subi un crossing over. Alors, les chromatides qui ont subi un crossing over se trouvent ici. Parce que si on revient à cette image, ici, aucune chromatide n'a subi de crossing over. Ici, seulement 2 chromatides qui ont subi le crossing over. Donc, dans un ASC post-réduit, la moitié des spores contiennent une chromatide qui a subi une recombinaison, un crossing over. Donc, cette distance, c'est tout simplement le nombre d'ASC post-réduits multiplié par 4, puisqu'il y a seulement 4 spores dans un ASC post-réduit qui sont recombinés, divisé par 100, qui est la totalité des ASC, donc pré-réduits et post-réduits, multiplié par 8, parce que 8, c'est le nombre de spores total dans un ASC, fois 100. Donc, ça va donner un pourcentage qui est de 20%. Donc, puisque ce pourcentage, c'est la distance, donc la distance est égale à 20 centimorgans. Sachant que nous sommes dans un exemple où on a 60% de pré-réduction et 40% de post-réduction, ça veut dire que c'est 20, c'est 40 divisé par 2. Donc, la définition, c'est que la distance gène-centromère est égale au pourcentage de post-réduction divisé par 2. Alors, vous voyez bien que cette distance entre le gène et le centromère ne peut être calculée que par analyse d'ASC ou de tétrade ordonnée. J'insiste là-dessus, l'analyse des tétrades désordonnées ou l'analyse de spores en vrac ne permet pas de calculer la distance entre le gène et le centromère. Tout simplement parce qu'en analysant des spores en vrac, en analysant des tétrades ordonnées, on ne pourra jamais savoir quand est-ce qu'il y a eu crossing over et quand est-ce qu'il n'y a pas eu de crossing over. Alors maintenant, nous allons passer au dihybridisme. Alors le dihybridisme, comme son nom l'indique, c'est le croisement entre deux souches qui diffèrent par 2 gènes. Donc là, on aura affaire à 2 gènes et donc 2 couples d'allèles. Sont appelés ici les couples d'allèles d'une part AA+, et d'autre part B
B+, et donc notre croisement, c'est la souche AB, ou la A plus B+, avec la souche AB. Alors là aussi, on aura soit l'analyse de spores en vrac, soit l'analyse d'ASC. Alors, en ce qui concerne l'analyse des spores en vrac, on obtient à la descendance 4 types de spores qui ont le génotype et les phénotypes A plus B plus, AB, A plus B et AB+. Alors, ce sont tout simplement des spores d'une part qui ont des phénotypes qui ressemblent aux parents, donc ce sont des spores parentales, et des spores recombinés. Alors, avant d'arriver à ces pourcentages, il faut signaler que toujours les parentaux sont toujours égaux entre eux. Ils ont le même effectif. La même chose pour les recombinés. Ils ont toujours le même effectif. Alors là, ils ont le même effectif tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir un recombiné sans avoir l'autre. Ça, j'insiste là-dessus. C'est très important. Donc, si on essaie de faire un petit schéma, en se plaçant en stade prophase 1 de la méiose, donc on a les deux couples d'allèles. Alors les chromatides de 1 à 4. Donc pour avoir un parental, il suffit de garder les chromatides parentales comme ça, il n'y aura pas de crossing over. Pour avoir un recombiné, il faut qu'il y ait un crossing over et donc ça va donner ici ces deux recombinés, c'est A plus B d'une part et A B plus d'autre part. On ne peut pas avoir celui-là sans avoir celui-là. Donc les recombinés sont toujours égaux entre eux et par conséquent les parentaux restent toujours égaux entre eux. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit de deux couples d'allèles dont la transmission se fait indépendamment l'un de l'autre, c'est ce qu'on appelle l'indépendance génétique. Alors dans ce cas, ça veut dire que le brassage, qu'il soit inter ou intrachromosomique, au cours de la méiose se fait de façon indépendante. Et par conséquent, on obtient le même nombre de spores parentales que de spores recombinés. Pourquoi? Parce que la transmission, elle est aléatoire. On a autant de chances d'avoir un parent que d'avoir un recombiné. Et puisque les parentaux sont toujours égaux entre eux et les recombinés sont toujours égaux entre eux, donc on tombe sur 25% de chacun des 4 phénotypes obtenus. Alors je rappelle qu'on dit ici phénotype ou génotype, c'est la même chose puisqu'on est chez un organisme haploïde. Donc le phénotype, il reflète directement le génotype. Alors concernant toujours ce dihybridisme avec indépendance génétique, et lorsqu'on veut faire l'analyse d'ASC, on va trouver qu'on obtient 3 types d'ASC. Alors, il y a des ASC qui ne contiennent que des spores parentales. Donc, on les appelle des ASC ditypes parentaux. Ditype, ça veut dire qu'il y a 2 types, ou les 2 types parentaux. Le deuxième type ne contient que des spores recombinés, ce sont des ASC ditypes recombinés. Et finalement, le dernier type, il contient les spores parentales et les spores recombinés. Donc, il y a les 4 types de spores. C'est pourquoi on l'appelle un ASC tétratype. Et dans le cas de l'indépendance génétique, on a toujours le nombre d'ASC des types recombinés est égal au nombre d'ASC des types parental. Ça, c'est une caractéristique d'un dihybridisme avec indépendance génétique. Je précise qu'ils sont en nombre égal
mais pas forcément 50% parce que il y a toujours les tétratypes. Le plus important, c'est qu'ils ont le même nombre. Alors, cette question d'indépendance génétique, je l'ai dit, ça veut dire que les gènes sont transmis de façon indépendante l'un de l'autre. C'est la transmission qui est indépendante. Alors, par contre, ces deux gènes qui sont génétiquement indépendants peuvent très bien exister sur un même chromosome ou sur deux chromosomes différents. Alors, s'ils sont sur un même chromosome, on dit qu'il y a indépendance génétique avec liaison physique. S'ils sont sur deux chromosomes différents, on dit qu'il y a indépendance génétique avec indépendance physique. Donc, si on veut schématiser les deux, ici on aura l'indépendance génétique avec la liaison physique. Dans ce cas-là, donc ils sont sur le même chromosome. Dans ce cas-là, c'est l'indépendance génétique avec l'indépendance physique. Alors ça se voit lorsqu'il y a indépendance génétique et les deux gènes se trouvent sur deux chromosomes différents. Ça veut dire qu'on va avoir les parentaux et les recombinés par brassage interchromosomique. Donc la disposition des chromosomes les uns par rapport aux autres pendant la méiose. Par contre, lorsqu'il y ait liaison physique, alors là, pour qu'il y ait obtenir le recombiné, il faut qu'il y ait des crossing over. Il faut qu'il y ait recombinaison génétique. Et il faut que ces deux gènes soient tellement loin l'un de l'autre qu'ils se comportent comme s'ils étaient sur deux chromosomes différents. Alors, il y a un moyen pour différencier entre les deux cas, c'est le pourcentage des tétratypes. Alors, ce pourcentage de tétratypes nous permet de dire, dans le cas de l'indépendance génétique, est-ce qu'il y a indépendance ou liaison physique? Donc, prenons le cas de la liaison physique, c'est-à-dire ici. Donc, en stade prophase 1, on aura cela. Voilà. Donc, A+, B+, et les autres, c'est AB. Alors, il faut qu'il y ait crossing over pour avoir un recombiné. Mais cette distance, elle est grande, elle est tellement grande qu'il y a tellement de crossing over que la ségrégation devient indépendante et donc on se retrouve dans l'indépendance génétique. Alors, dans le cas où ils sont situés sur le même chromosome, n'oubliez pas que la ségrégation des deux gènes, elle est aléatoire. Donc, tout ce qui va se passer ici, c'est au hasard et donc tous les cas, ils ont la même probabilité d'avoir lieu. Alors, puisqu'on s'intéresse à ce qui se passe entre A et B, on ne va pas s'intéresser à ce qui va se passer entre le couple d'allèles AA+, et le centromère. On va s'intéresser uniquement à cette région. Et donc, on va maintenir ici toujours la pré-réduction, c'est-à-dire toujours dans l'asque A+, A+, C'est ce que vous avez ici. AA++. D'accord? Et on va s'intéresser à ce qui va se passer pour le couple d'allèles BB+. Donc, pour chaque chromatide parmi les quatre, on a une probabilité d'avoir l'allèle petit b et une probabilité d'avoir l'allèle B+. Puisque c'est aléatoire, donc sur la chromatide 1, on a la même probabilité d'avoir B que d'avoir B+. Donc 50%, 50%. Si vous voulez une probabilité de 0,5, 1,5. Passons à la chromatide 2. En considérant que la chromatide 1 contient déjà l'allèle petit b,
il va rester une seule fois B pour 2 et 2 fois B+, puisque si on fixe ici B, ce B+, qui était là, il est passé quelque part ici. Donc, il reste que 2 fois B+, et une fois B. Donc, 1 tiers d'avoir B et 2 tiers d'avoir B+. Alors maintenant, rassemblons les deux cas, on va tomber dans cet asque qui est AB, AB, A plus B+, A plus B+. C'est un asque dit type parental, avec une probabilité qui est égale à 1 demi fois 1 tiers, qui est égal à 1 sixième. Dans le cas où la chromatide 1 contient l'allèle B et la chromatide 2 contient l'allèle B+, on tombera sur cet asque, qui est un asque tétratype, avec une probabilité de 1 demi fois 2 tiers qui est égale à 2 sixièmes. La même chose s'applique à l'allèle B+, sur la chromatide 1 et on va avoir soit un tétratype avec cette probabilité, soit un ditype recombiné avec cette probabilité qui est de 1 sixième. Donc en totalité, on va avoir le nombre de tétratypes qu'on va obtenir, c'est la somme de ces deux, qui va donner 2 tiers. Ça veut dire 66,66%. Ça veut dire que lorsqu'on a indépendance génétique avec liaison physique, dans ce cas-là, le pourcentage de tétratypes est égal à 66,66%. Et les ditypes parentaux sont toujours égaux aux ditypes recombinés puisqu'il y a indépendance génétique. Et c'est le 1 tiers divisé par 2, donc ça va donner 1 sixième pour chacun. Voilà, ça concerne la liaison, l'indépendance génétique avec la liaison physique. Alors maintenant, lorsque les deux chromosomes sont situés sur, les deux gènes, sont situés sur deux chromosomes différents. Ça veut dire que chez le zygote, on a le couple AA+ sur un chromosome et le couple BB+ sur un autre chromosome. Donc ici, ce qui va donner les recombinés, c'est le brassage interchromosomique. Donc il y a 4 cas qui se présentent. Le premier cas, c'est ici, c'est lorsqu'il n'y a pas de crossing over, ni entre AA+ et le centromère, ni entre BB+ et le centromère. Alors dans ce cas-là, on va avoir soit des asques ditypes parentaux, soit des asques ditypes recombinés. On ne va pas avoir de tétratype, parce que ça concerne seulement la disposition des chromosomes, ici les uns par rapport aux autres, pendant la méiose. Et donc c'est 50% chacun. Ici c'est 50% parce qu'il n'y a pas de tétratype ici. C'est 0 les tétratypes. Alors le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a un seul crossing over entre un seul couple d'allèles et son centromère. Dans cet exemple, ici, on a pris un crossing over entre le couple d'allèles BB+ et le centromère. Et puisqu'il y a 4 cas possibles, d'accord? Donc, on va avoir ces 4 types d'asques, sont tous des asques tétratypes. Donc, dans ce cas de figure, 100% des asques, ce sont des tétratypes. Alors, l'autre cas, c'est lorsqu'il y a crossing over, le troisième cas, lorsqu'il y a crossing over entre AA+ et le centromère, et il n'y a pas de crossing over ici. C'est la même chose, ça va donner aussi 100% de tétratypes. Pardon. Le dernier cas, c'est lorsqu'il y a crossing over entre AA+ et le centromère et entre BB+ et le centromère. Donc, dans ce cas-là, il y a 16 cas possibles qui sont tous équiprobables puisqu'on est dans l'indépendance génétique. Mais ici, on va représenter uniquement 4 parmi les 16. C'est-à-dire un seul cas pour AA+, avec les 4 cas pour le couple d'allèles BB+. Et donc, on aura cette combinaison avec celle-là, ça va donner un ditype parental ou un tétratype, un ditype recombiné ou aussi un tétratype.
puisque je l'ai dit, tous les cas sont équiprobables, donc on va avoir 25% d'asques d'ici parentaux, 25% d'asques d'ici procombinés et 50% d'asques tétratypes. Donc, puisqu'il y a 4 cas, donc ça fait 400. La somme qu'on a ici, c'est pour 400. Quand on la remet en pourcentage, ça va donner un pourcentage qui est inférieur à 66,66%. Donc, en conclusion, lorsqu'on est dans l'indépendance génétique, et lorsque le pourcentage des tétratypes est inférieur à 66,